Exploit historique des Léopards, les Fauves ont battu l'Ouzbékistan sur un score écrasant de 3-1 lors de la Coupe du Monde. Une victoire qui propulse l'équipe nationale en 16e de finale et ce grâce à un doublé retentissant de Yohan Wissa. La RDC, à l'aube de son 66e anniversaire de l'indépendance, plusieurs réformes ont eu lieu durant plus de 6 décennies en matière de formation. Quels sont les besoins identifiés pour signer le redécollage technologique et économique en RDC? La réponse à cette question vous sera donnée dans un dossier tout à l'heure que nous présente notre consoeur Bobette Liyenga Gisamba. Mais avant cela, c'est dans la place à l'actualité. Bonjour et bienvenue à ce journal magazine sur la RTNC, un journal beaucoup plus concentré sur la victoire des Léopards et ce 52 ans après sa participation à la Coupe du Monde. Une qualification historique. Les Léopards de la République démocratique du Congo se sont qualifiés pour le 16e de finale de la Coupe du Monde 2026 grâce à leur victoire renversante 3-1 contre l'Ouzbékistan à Atlanta aux États-Unis. Malgré une défaite prudente face à la Colombie, les hommes de Sébastien Desabre ont su bondir. Les Léopards ont fait preuve de résilience en égalisant puis en prenant l'avantage, notamment grâce à un doublé décisif de Yohan Wissa, un résultat qui permet à la République démocratique du Congo de passer à la phase de groupe de meilleur troisième. Le prochain adversaire de la RDC, c'est l'Angleterre. Nous reviendrons avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. 3 buts, une victoire convaincante et des enseignements encourageants. Les Léopards ont dominé l'Ouzbékistan, confirmant ainsi leur montée en puissance. À l'issue de cette rencontre, les sélectionneurs Sébastien Desabre s'est félicité de la prestation de ce joueur, tandis que Yohan Wissa, l'un des buteurs de la soirée, a salué l'état d'esprit du groupe et s'est déjà projeté vers les prochaines échéances. Suivant les réactions de l'entraîneur et de Yohan Wissa. Il faut féliciter les joueurs, c'est d'abord c'est eux qui ont été extraordinaires. On est une équipe qui savons réagir quand on prend un but, on continue à se battre quels que soient les aléas d'un match. On l'a montré avec qualité, avec la qualité des joueurs, l'abnégation, tout ce qu'ils ont mis durant les premiers matchs. On a été un peu plus offensif aujourd'hui, je suis content que tout le monde voit qu'on peut marquer des buts, mais voilà, c'est bien. Il faut féliciter les joueurs parce qu'ils ont été fantastiques. Bien sûr, mon staff aussi. Et on est vraiment fiers et on est heureux pour tous les Congolais. C'est des stratégies. J'avais dit à la première conférence qu'on avait une stratégie sur les 3 matchs. On avait gardé des joueurs frais pour le 3e match et ça a été payant. Tant mieux. Je suis juste une pièce du puzzle. Aujourd'hui, ça a été très compliqué. Le poids sur les épaules a été très très lourd à porter. Voilà, il y a des choses à rectifier. Le plus important, voilà, comme je vous dis, c'est la 16e de finale historique. Maintenant, profitez, parce que c'est très très dur. Aujourd'hui, tous les gars, les remplaçants, ceux qui ont porté ce maillot avant, ceux qui vont le porter demain, aujourd'hui, il faut être fier. Aujourd'hui, il faut être fier de tous les Congolais. Et j'ai un grand merci à tout le peuple, à tous les fans aujourd'hui qui sont là. Parce que sans eux, vous voyez, c'est un petit jeune qui vient d'arriver il y a quelques années. Voilà, c'est pour ces moments-là. Il faut toujours remercier Dieu parce qu'aujourd'hui, ça a été très dur, mais voilà, on l'a fait. Eh oui, ça Convodo Faut profiter. Faut profiter parce que ces moments-là, pour le pays qu'on est, ça n'existe pas tous les ans, ça n'existe pas toutes les années. Voilà, faut profiter. Et voilà, les rues de Kinshasa en effervescence suite à la victoire écrasante des Léopards de la RDC face à l'Ouzbékistan sur un score de 3-1, vous le savez, mobilisés au siège de Banakin autour de leur président Godard Motemona. Les supporters skinois ont vécu une nuit historique. Les Léopards de la RDC décrochent leur qualification pour le 16e de finale de la Coupe du Monde 2026, mettant ainsi fin à 52 ans d'attente et ravivant la ferveur nationale. Sandra Nyangitabou.
Minuit passé à Kinshasa et dans le reste de la République démocratique du Congo, mais personne ne dormait. Depuis plusieurs heures déjà, des millions de Congolais étaient branchés sur la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, pour suivre la rencontre dans la capitale. Plusieurs supporters se sont donné rendez-vous au siège de Banakin autour de leur président, Godard Motemona, afin de vivre ensemble ce moment historique. Malgré la petite déception du précédent match face à la Colombie, les supporters congolais ont continué à croire leur fauve. Un espoir finalement récompensé. Dès la 10e minute des Jeux, les hommes de Sébastien de Sabre ont affiché du caractère pour revenir en score avant de s'imposer brillamment 3-1 grâce au doublé de Yohan Wissa et le but de Fiston Maëlé. Une victoire historique qui démocratique du Congo son ticket pour les 16e de finale de la Coupe du Monde 2026, 52 ans après sa dernière participation à la plus prestigieuse compétition mondiale de football. Confiant avant même le coup d'envoi, le président de Banakin, Godard Motemona, avait prédit la victoire des Léopards, convaincu du potentiel des ambassadeurs du football congolais avant de remercier vivement le premier d'entre les Quinois, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Merci au chef de l'État d'avoir accompagné notre équipe, d'avoir soutenu notre équipe, d'avoir mis les moyens. Merci les Léopards. Son de cloche chez plusieurs membres de Banakin restés mobilisés derrière les fauves congolais jusqu'au coup de sifflet final. C'est vraiment fantastique d'avoir une place au 16e de finale de la Coupe du Monde. Dans toutes les provinces, du nord au sud, d'est à l'ouest et au centre, sans oublier la diaspora, dans tous les coins du monde, des scènes de liesse populaire ont éclaté après cette qualification historique. Chants, klaxons et cris de joie ont envahi plusieurs villes du pays, symbole d'un peuple qui voit renaître son rêve mondial. Liesse populaire à Kinshasa comme en province, le Haut-Katanga a vibré ce dimanche au 28 juin 2026 au rythme de la qualification des Léopards. Dans les territoires de Kasenga, où il s'est trouvé en mission officielle, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula a partagé ce moment d'émotion avec la population réunie devant l'écran géant de la phase zone à la place 4 points. Reportage. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont inscrit une page mondiale de leur histoire en se qualifiant pour les 16e de finale de la 23e édition de la Coupe du Monde 2026. 52 ans après leur retour sur la scène mondiale. En mission officielle dans les territoires de Kasenga, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a tenu à vivre cet instant historique au milieu de ses administrés, bravant les froids glaciaux. Le premier sportif de la province du Haut-Katanga a suivi la rencontre sur l'écran géant de la fan zone de Kasenga, partageant avec la population les émotions, les chants et les joies de cette qualification historique. Sentiment de joie, ça c'est une victoire patriotique. Impossible n'est pas congolais, nous avons gagné avec Fatih Beto. Bravo aux Léopards, bravo aux Léopards, nous sommes qualifiés. On va changer, on va changer. Rappelons que plus de 90 fan zones ont été installées dans les 3 villes de la province du Haut-Katanga et les 6 territoires, y compris pour permettre à la population de suivre tous les matchs des Léopards lors de cette 23e édition de la Coupe du Monde. Ils ont été soulagés, les réfugiés congolais vivant dans les cas des déplacés et réfugiés après la victoire des Léopards, occasion d'encourager les FARDC d'en finir avec le AFC 3 et faciliter leur retour au pays. Reportage. À plusieurs centaines de kilomètres de leur pays, les réfugiés congolais des camps au Burundi vivent une journée particulière. Dans quelques heures, les Léopards de la RDC affronteront l'Ouzbékistan en Coupe du Monde. Grâce aux écrans géants installés dans les camps, ils suivront ce rendez-vous historique ensemble. Depuis cette nuit, l'ambiance monte progressivement. On chante, on danse, on rallume la flamme de l'espoir. Pour beaucoup, ce match dépasse le football.
Derrière chaque sourire se cache une histoire d'exil. Derrière chaque drapeau congolais, un rêve commun, celui de retrouver un jour leur terre natale. En attendant le coup d'envoi de ce matin, ces compatriotes réfugiés au Burundi témoignent de leur attachement à la République démocratique du Congo et reconnaissent l'hospitalité du Burundi malgré les années d'éloignement. De Musenyi à Bwagiriza, de Kavumu à Musasa, de Busuma à Nyanganda, de Kinama à Chibitoke, tous aspirent au retour de la paix, au retour des troupes du M23 et rwandaises de leur village pour un retour effectif et durable. La victoire des Léopards a également coïncidé avec la publication de premiers résultats de l'examen d'État le samedi 27 juin 2026 par le ministère de l'Éducation nationale, à peine 2 jours après la fin des épreuves à Kinshasa. Cette première vague concerne spécifiquement la province éducationnelle de la Tchangou. Pour les autres provinces éducationnelles de la capitale, les résultats sont attendus très prochainement et seront publiés progressivement. 2 professeurs médecins dont le dévouement et l'expertise ont profondément marqué la nation congolaise. C'est le professeur Dr Jean-Jacques Muyembe Tamfoum et le professeur Dr Stanislas Soulou Maseb Mwang ont été élevés par le président de la République dans l'ordre national des Léopards au rang de commandeur. La cérémonie de décoration a eu lieu à la Cité de l'Union africaine. Reportage Blandine Zovo. Deux éminentes personnalités, 2 figures majeures de la science, de la médecine et de la santé publique, 2 parcours d'exception dont la destinée était de servir la République démocratique du Congo. Le professeur Dr Jean-Jacques Muyembe Tamfoum et le professeur Dr Stanislas Soulou Maseb Mwang ont été élevés par le président de la République dans l'ordre national des Léopards au rang de commandeur. Une distinction qui consacre leur savoir, leur dévouement, leur engagement dans la transmission des connaissances ainsi que leur sens élevé du service public. Le professeur Dr Jean-Jacques Muyembe Tamfoum est honoré pour sa contribution historique à la co-découverte du virus Ebola en 1976, mais également pour son rôle déterminant dans le développement de l'Institut national de recherche biomédicale, INRB en sigle, qu'il dirige depuis 1998 et qu'il a hissé au rang de pôle de référence, d'outils stratégiques, de souveraineté sanitaire et de symbole de l'excellence scientifique congolaise. Le professeur Dr Stanislas Soulou Maseb Mwang est quant à lui distingué pour son engagement en faveur de la prise en charge intégrée de la mère et de l'enfant, ainsi que pour son apport décisif à l'introduction de la radiothérapie dans le traitement du cancer en RDC. Pour le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des ordres nationaux, cette décoration traduit la reconnaissance de la nation envers 2 scientifiques d'exception dont les travaux ont contribué à protéger les populations congolaises et à faire rayonner le génie scientifique national bien au-delà des frontières. Professeur Dr Jean-Jacques Muyembe Tamfoum, votre nom est désormais indissociable de l'histoire de la santé publique en République démocratique du Congo, en Afrique et dans le monde. Depuis plusieurs décennies, vous avez consacré votre intelligence, votre énergie et votre vie professionnelle à comprendre, prévenir et combattre certaines des maladies infectieuses les plus redoutables de notre époque. À chaque urgence sanitaire, à chaque flambée épidémique, à chaque moment d'inquiétude pour nos populations, votre expertise, votre sang-froid et votre sens du devoir ont constitué pour la République un appui précieux. Professeur Dr Stanislas Soulou Maseb Mwang, la nation vous honore aujourd'hui pour une œuvre médicale, scientifique et institutionnelle d'une portée remarquable. Gynécologue obstétricien, cancérologue, praticien expérimenté, chercheur et bâtisseur, vous avez mis votre expertise au service d'un objectif essentiel, améliorer concrètement la santé et la vie de nos populations.
Vous avez également joué un rôle de pionnier dans l'introduction de la radiothérapie pour le traitement du cancer en République démocratique du Congo. Au nom de la nation, j'exprime notre reconnaissance. Vos parcours nous enseignent que la grandeur ne réside pas seulement dans les titres accumulés, mais dans l'utilité d'une vie. Des instants empreints d'émotion pour les deux récipiendaires qui ont exprimé leur profonde gratitude au chef de l'État pour cette marque de reconnaissance. C'est avec une immense fierté que je porte aujourd'hui cet insigne de commandeur de l'Ordre national des Léopards. Mon parcours a été jalonné de risques et de reconnaissances, mais il attendait sa consécration nationale. Vous l'avez rendue éclatante, Monsieur le Président, et je vous en exprime ma profonde gratitude. Cette reconnaissance m'autorise à regarder mon passé avec sérénité et à croire, lorsque viendra le terme de mon parcours terrestre, que je pourrai partir en paix, avec le sentiment d'avoir rempli et accompli ma mission ici sur Terre. À travers cette distinction, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réaffirmé sa volonté de bâtir une République qui récompense les mérites, protège le savoir, encourage la recherche et soutient l'innovation, dote les institutions scientifiques, universitaires et sanitaires des moyens nécessaires pour mieux servir la nation et son peuple. Parlons de la construction anarchique au cimetière Nyamurongo de Bunia. Nous sommes là dans la province de l'Ituri. Le maire de Bunia a procédé ainsi à la destruction de maisons érigées sur décision du parquet général. Près de 120 maisons ont été concernées par cette opération. Après avoir reçu le mandat par le parquet général de démolir les maisons construites dans les cimetières Nyamurongo, situés au quartier Ndiba Kodou, dans la commune de Chari, ville de Bunia, le maire de la ville, le commissaire supérieur principal Mbouikola Bosco, a déclenché ce jeudi 25 juin l'opération de destruction des habitations érigées sur ce terrain de sépulture. À en croire l'autorité urbaine, 121 maisons sont concernées par cette destruction des habitations érigées sur ce terrain. Elle a indiqué que plusieurs personnes ont construit leurs habitations sur ces sites funéraires, pourtant marqués par la présence de nombreuses tombes, dont la plus récente date de juin 2026. Cette décision, mal digérée par les propriétaires de maisons détruites, constitue en revanche un offre de soulagement pour d'autres habitants. Pour le maire de Bunia, cette mesure vise à faire respecter les morts enterrés dans ces cimetières et à préserver la dignité du lieu. Nous devons quand même respecter les âmes de morts. Vous avez vu même qu'il y a des tombes que c'est le même mois ici, mois de juin, qu'on a enterré cette personne-là. Et vous voyez que est-ce que ça peut jouer vraiment, quelle morale que nous sommes en train de prêcher. Les documents que j'ai, le procureur général était explicite, il a dit que non. Quand vous trouvez les gens dans la maison, vous leur demandez, vous leur donnez 48 heures de quitter parce qu'ils ont des objets, ils ont de quoi là. Mais les maisons qui sont vides, ils ont construit mais ils n'ont pas encore habité. C'est pourquoi nous avons détruit. Mais ceux que les gens se trouvaient dans des maisons, on les a donné ultimatum pour 48 heures. Au nom du respect dû aux sépultures et à la dignité humaine, cette opération va se poursuivre dans les prochains jours. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le vendredi dernier à la Cité de l'Union africaine la 93e réunion ordinaire du Conseil des ministres. En début de semaine, la RDC a accueilli un hôte de marque qu'est le président burundais, président en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, qui a effectué une visite d'État de 48 heures à Kinshasa, suivant la semaine du président avec notre confrère Pierre Kibambe Somoïsa.
Un autre de marque en République démocratique du Congo. Le président de la République du Burundi, président des exercices de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, est arrivé en début de semaine au pays en compagnie de son épouse Angeline Ndayishimiye pour une visite d'État de 48 heures à Kinshasa. Le couple présidentiel burundais a été accueilli à l'aéroport international de Njili par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. À la Cité de l'Union africaine, les deux chefs d'État ont eu un long entretien en tête-à-tête, des temps liés à la relance des mécanismes de coopération bilatérale et à l'approfondissement de la concertation régionale autour des enjeux de paix, de sécurité, des retours des réfugiés, d'intégration économique et de développement dans la région des Grands Lacs, autant de questions préoccupantes pour les deux hauts dirigeants qui se sont ensuite joints après leur entrevue à leurs délégations respectives pour la grande réunion bilatérale. La visite d'État du président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, à Kinshasa a été aussi marquée par une importante réunion de la Task Force nationale de lutte contre la maladie à virus Ebola, une réunion co-présidée à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec son homologue Évariste Ndayishimiye, le chef de l'État burundais, président en exercice de l'Union africaine, a encouragé l'équipe de la riposte et exprimé sa solidarité avec la République démocratique du Congo. J'appelle tous les États à ne pas fermer les frontières, mais plutôt à encadrer cette maladie, a indiqué le président en exercice de l'Union africaine, précisant que l'ouverture des frontières devrait faciliter l'entrée de l'aide humanitaire internationale. Le Burundi demeure pour la République démocratique du Congo un partenaire privilégié avec lequel elle souhaite poursuivre une coopération franche tournée vers des résultats concrets au bénéfice des populations de deux pays. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a souligné au cours de la conférence de presse co-animée avec son homologue burundais pour le chef de l'État. La République démocratique du Congo et la République du Burundi partagent bien plus qu'une frontière. Les deux pays partagent une histoire, une géographie, des liens profonds, des intérêts communs, surtout une même aspiration à faire de la région de Grands Lacs un espace de paix, de stabilité, de développement et de prospérité. La 93e réunion ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue le vendredi 26 juin à la Cité de l'Union africaine sous la haute direction du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une réunion qui a été consacrée à l'évaluation des urgences sécuritaires, sanitaires et à des projets d'infrastructures majeurs. Les suivis des progrès réalisés en matière de riposte contre l'épidémie d'Ebola de la souche Bundi-Bugyo qui sévit dans l'est du pays, l'impact de l'occupation de certains territoires par la coalition terroriste AFC M23 RDF sur la signature de projets de commerce extérieur financés par la Banque mondiale ainsi que la présentation des innovations majeures introduites pour la session ordinaire de la 59e édition de l'examen d'État et du jury national du cycle court sont notamment deux points qui ont figuré à l'ordre du jour de la 93e réunion ordinaire du Conseil des ministres. C'est une semaine marquée entre autres par le lancement de l'examen d'État édition 2026 sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, les Léopards concédaient leur première défaite dans la compétition en cours face à la Colombie et ce paradoxe dans la province du Haut-Katanga. La SNEL construit, les Vandales détruisent. La semaine, une sélection signée Richard Kalala. Démarrage de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2026. Selon les statistiques publiées par le Centre national d'organisation de ces épreuves de 4 jours, 1 082 742 candidats finalistes prennent part à cette session. Le coup d'envoi a été donné dans la matinée de lundi 22 juin au lycée Tondele à Lubumbashi par la ministre d'État et de l'Éducation, Raissa Malou Dinanga. Afin de faire mur aux violences basées sur le genre, le ministre des Droits humains Samuel Mbemba Kabouya a procédé mardi 23 juin 2026 au lancement officiel de la campagne One avec
avec la participation de l'Alliance internationale de l'initiative sur la prévention de la violence sexuelle. Pour l'année 2026, peignons un tableau sombre des actes préjudiciables qui sévissent femmes et jeunes filles congolaises. Le FONAREV s'illustre comme dispositif adéquat dans la réparation des victimes de viol. Colombie, RDC. Les Congolais se sont mobilisés de partout dans le monde pour ne rien rater de cette rencontre. Acculé, la défense de l'euro en 2026 contre l'outsider, l'Ouzbékistan. Entre résilience et capacité d'adaptation, des milliers de réfugiés congolais installés au Burundi tentent de se reconstruire loin de leur pays. Maçons, commerçants et agriculteurs multiplient des activités génératrices de revenus pour tenir les débuts du mois. Réajuster le moyen pour accélérer les résultats, les membres du comité interministériel de pilotage du projet réunis à Kinshasa ont validé un budget 2026 revu à la hausse fixé à 17 500 000 $. Une décision stratégique destinée à renforcer la mise en œuvre des infrastructures commerciales et à consolider l'intégration économique de la RDC dans l'espace des Grands Lacs. Longue de 131 km, la route Mukamba-Lusambo, dont le premier financement de 14 km s'arrête avant la fin de l'année en cours, poursuit sa construction sous le regard vigilant du gouverneur de la province du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou Konko. Avec pour mission de relier le Kasaï central au Sankourou, le gouverneur Kamboulou annonce mener des lobbying pour obtenir des financements en vue d'atteindre l'objectif fixé avec la société chinoise Sinohydro. La RDC fait preuve dans la riposte contre les différentes épidémies, notamment avec les 16 précédentes épidémies d'Ebola. Cette expérience a permis à la RDC de faire face à des graves crises depuis plus de 2 décennies. La RDC veut dorénavant anticiper plutôt que de subir, car son expérience sur terrain a révélé ses capacités à faire face à toute situation de détresse sanitaire. Démolition d'une église à Kinshasa par un tracteur, l'hôtel de ville de Kinshasa dit n'être impliqué ni de près ni de loin dans cette affaire. Le responsable de l'église dézinguée à Bandalungwa lance un cri d'alarme aux autorités car, dit-il, prendre de veuves et orphelins sous sa responsabilité grâce à cette église. L'axe Bumbashi-Kipushi dans le Haut-Katanga baigne dans le noir après un sabotage dans le poste de Caravia qui venait de renforcer sa desserte en électricité. Près de 20 km de conducteurs en cuivre ont été volés par des vandales, provoquant l'effondrement de 26 pylônes. La SNEL fait face à un grand défi dans cette province. La RDC, à la veille de la célébration de son indépendance, c'est exactement le mardi 30 juin 2026 que la RDC va fêter ses 66 ans de l'indépendance. En matière de formation, quels sont les besoins identifiés pour signer les décollages technologiques et économiques de la RDC? Après l'indépendance, c'était une nécessité de faire fonctionner l'État. Les enjeux et les besoins ne sont plus les mêmes, et ce pendant plus de 6 décennies. Il faut donc adapter les formations au contexte actuel. C'est le sens de ces dossiers que nous propose Bobette et Ngali Samba. Suivant. Au lendemain de l'indépendance de la République démocratique du Congo, l'administration jusque-là coloniale était occupée par les Belges. Le 30 juin a sonné comme l'heure où la relève devrait être assurée dans plusieurs domaines pour le jeune État nouvellement indépendant. Que des défis à relever. Les besoins étaient donc énormes. La consolidation de cette administration, la consolidation du vouloir vivre ensemble, la consolidation, bref, de l'appareil de l'État. Étaient donc là les enjeux de cette indépendance juste après les 30 juin. Le besoin à l'instruction, à la formation doit répondre à une certaine idéologie. Au début des années 50, nous aurons des rudiments ou des fondamentaux de ce qui va devenir l'université. 6 décennies après, les choses ont beaucoup évolué dans un sens comme dans l'autre. Aujourd'hui, on est en train d'exploiter les lithium à Manono. Nous n'avons pas des ingénieurs spécialisés dans cette exploitation-là. Il n'y en a pas. Donc on est obligé d'importer des ingénieurs, donc d'importer la main-d'œuvre. Donc on ne pourra pas résoudre le chômage par rapport à ça. Si aujourd'hui, vous n'avez pas de personnes qui sont formées à la matière, vous ne saurez même pas importer la technologie. Donc vous dépendrez toujours de l'extérieur et vous serez toujours sous-développé.
À part les lithium, je peux parler des autres énergies renouvelables. On doit avoir des ingénieurs formés en ça. Mais nous, on n'est pas encore à ce niveau-là. Nous, on a des ingénieurs électriciens, des ingénieurs mécaniciens, des aspects beaucoup plus généralistes qui aujourd'hui sont déjà résolus. C'est ça le vrai problème. La formation des élites, la spécialisation demeure un levier important du développement technologique du Congo. Avis d'experts. Les besoins sont liés aux défis. Si les défis changent, ça signifie que les besoins aussi changent. La formation qui fait partie de l'amélioration du capital humain doit aussi changer avant de faire face aux défis. Que faut-il envisager pour inverser la tendance? Il est temps aujourd'hui de pouvoir adapter l'enseignement. Nous devons former l'homme capable à transformer les ressources naturelles, capable à réfléchir sur l'avenir de la République démocratique du Congo, capable, après les études, de monter des bureaux d'études, après les études, de monter des compagnies, des étudiants capables à s'autosuffire eux-mêmes. Par rapport aux enjeux actuels, le Congo devait aujourd'hui privilégier les universités thématiques. En pleine forêt équatoriale, en Bandaka, ça soit à Boudjala ou à Gemena, une grande université qui ne parle que des questions sur l'environnement, sur l'eau et la forêt. À Goma, à Bunia, à Bukavu, à Uvira, une université qui parle des problèmes géopolitiques, des problèmes sur le conflit. Katanga, à Lubudi ou à Kolwezi, une université qui enseigne à nos apprenants des questions sur les mines. Et c'est comme ça que le pays pourra se développer. Les colonisateurs avaient beaucoup mis l'accent sur les filières techniques et professionnelles. Le niveau le plus élevé sur le plan des études était de 4 ans post-primaire. Conséquence, le 30 juin 1960, le pays ne comptait que 10 universitaires. Pour relever le défi au développement, il faudra de nouveau miser sur la formation technique et professionnelle en RDC. Les disparités salariales dans la fonction publique en RDC constituent une injustice majeure, source de grandes frustrations sociales. Les fonctionnaires plaident pour un salaire équitable et sollicitent à l'exécutif de travailler sur une nouvelle politique salariale visant à instaurer un barème unique en vue de garantir l'équité entre les agents de Kinshasa et ceux de province. Suivons, vous et moi, cette chronique signée Marie-Louise Mbela. Le monde du travail reste confronté aux injustices salariales. Depuis la nuit des temps, les agents et fonctionnaires de l'État multiplient des actions de revendications pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Des revendications qui tournent autour de l'équité, la régularité du paiement et la revalorisation. Il faut noter que le salaire de base aujourd'hui, pour certains, ne couvre plus les besoins du panier de la ménagère, d'où l'impérieuse nécessité d'instaurer l'équité entre les agents publics sur toute l'étendue du territoire national. Au regard de la passion et l'engagement à servir au service public, des travailleurs sollicitent des décideurs des solutions idoines pour mettre fin aux écarts des salaires qui minent le monde du travail avec les mots qui le rongent, tels que la division, l'inefficacité, les désengagements, la méfiance dans certaines administrations, aussi bien les demandes récurrentes des détachements ou des mutations formulées par les meilleurs agents compétents pour ne pas perdre leur capital humain. Dans le secteur du travail et de l'emploi, l'on assiste aux disparités salariales, pratique qui constitue un sérieux moteur de conflits et un tueur silencieux d'efficacité. Cette politique écarte la compétence de la profession. Souvent, les travailleurs cherchent à tout prix à intégrer une autre boîte pour avoir plus de gains. Cette année, la Journée mondiale de la fonction publique a été célébrée le 23 juin sous le thème « Transformer les institutions publiques à travers la promotion, l'innovation, la participation et l'inclusion ». Inclusion qui garantit les droits est ici un terme interpellateur pour mettre fin aux inégalités salariales, source d'exclusion. Ceci renvoie à dire que pour le même diplôme, il faut un même poste et un salaire égal. À Kinshasa, tout comme en province, la fiche des salaires doit contenir le même salaire pour la même charge. Soucieux des bonnes conditions de travail et du bien-être social des travailleurs, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est engagé personnellement à réduire ces écarts des salaires. Le président de la République a, au cours du Conseil des ministres, instruit l'instauration des tripartites pour dégager un salaire uniforme applicable à tous les agents et fonctionnaires
sur toute l'étendue du territoire national. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi juge illégales les dispositions sur les inégalités de la paye. C'est ainsi que dans cette optique, des questions méritent d'être posées sur la non-exécution de cette instruction venant de l'autorité suprême. Il a appelé les responsables sectoriels à travailler pour la standardisation de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. Mais les résultats tant attendus de la tenue des travaux paritaires tarde à se matérialiser pour impacter la vie sociale des travailleurs. Dès lors, s'installe une léthargie dans la tenue des travaux paritaires. Pourquoi cette léthargie face à une décision prise par le président de la République qui jusque-là ne bouge pas? C'est avec ces timbres vocales de notre consoeur Marie-Louise Ombela que nous mettions fin à cette édition du journal, une édition beaucoup plus concentrée sur la victoire des léopards. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 22h notre consoeur Sandra Nyangitabou pour une nouvelle session d'information. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Yeah.